Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette 96e édition de Star Nation News. Dans cette édition, vous découvrirez les dernières actualités de la galaxie et de notre système solaire. Rencontrez des êtres magnifiques et merveilleux. Et suivez-moi dans une aventure au centre de la galaxie. Êtes-vous prêts? Attachez vos ceintures et c'est parti! Fédération galactique des mondes. Il reste encore des merveilles à découvrir, de nouveaux mondes, de nouvelles formes de vie, et c'est là que réside l'avenir de l'humanité. Bientôt, l'humanité rencontrera des peuples d'autres mondes, des systèmes stellaires, proches et lointains, voire de galaxies lointaines. L'humanité est à un tournant sur la planète Terre, alors que les portes vers les étoiles et vers une civilisation interstellaire s'ouvrent. Nous sommes tous ici sur cette planète, à l'aube d'une nouvelle étape de notre évolution. Et qui est à l'origine de ce changement? Les architectes du futur. Vous tous. Chacun à votre manière et avec vos compétences, vous êtes à l'origine de ce changement. Il est temps que vous utilisiez vos compétences pour changer ce monde et le construire comme vous le souhaitez. L'avenir est déjà écrit. Dans le champ temporel, il existe déjà. J'ai vu cet avenir et il est magnifique. Bonjour à tous, je suis prête à partir. Nous sommes mardi soir, le 2 décembre 2025. Toran va m'emmener dans, je pense, 10 minutes, à partir de maintenant. Nous allons prendre un cargo pour nous rendre au centre de la galaxie. Et ça va être incroyable. Je pense qu'il me ramènera sur Terre demain à l'aube, avant le lever du soleil. C'est la règle, c'est toujours comme ça. Donc je ne vais pas me reposer au chaud, je n'ai qu'à enfiler mes bottes, prendre un manteau et c'est parti. Je prends un cargo, un long cargo tubulaire. Apparemment, on peut se téléporter d'un point nodal à un autre dans la galaxie, donc apparemment ça ne prendra pas très longtemps, probablement quelques heures. Enfin, je ne sais pas, peut-être un jour ou deux, mais il me ramène demain. Je suis donc très excitée et demain je serai de retour et je ferai une nouvelle vidéo pour vous raconter comment ça se passe. Bon, je crois que je dois y aller. C'est tellement excitant. À plus tard. Je suis donc rentrée ce matin, le 3 décembre 2025. Je veux enregistrer cette vidéo après avoir pris une douche, prendre soin de moi, parce que j'étais vraiment fatiguée. La nuit a été très, très longue. Le voyage a duré, m'a-t-on dit, environ 6 heures, aller et retour. C'était très impressionnant. Ces cargos sont extraordinaires. Ils se téléportent, mais on ne ressent pas vraiment l'effet de téléportation à l'intérieur, parce que lorsque l'on est téléporté organiquement, comme une personne, on le ressent. Vous ressentez des picotements, vous avez la nausée, vous sentez une décharge électrique dans tous vos os atomiques. C'est désagréable. Mais lorsque vous téléportez à bord de cet énorme vaisseau, vous ne ressentez rien. Il y a une sorte de bourdonnement, un ronronnement qui ressemble à une vague d'électricité statique. Et c'est tout ce que vous ressentez. Et cela vient du sommet du vaisseau et se propage dans tout le vaisseau. Et c'est énorme. Alors que s'est-il passé? Voici toute l'histoire.
J'ai donc été récupérée et téléportée à bord d'un vaisseau de reconnaissance de la Fédération. Toran était là et il y avait deux membres du personnel avec lui, un pilote nommé Ezrak et une femme nommée Jemin. Ils étaient tous deux des Pléiadiens. Je n'ai pas pu parler au pilote, mais il ressemblait un peu à Céladion, mais pas vraiment. Bien sûr, il avait de longs cheveux blancs, mais c'était un Pléiadien, et la femme avait des cheveux courts et bouclés, blond roux. Elle était très belle, avec des yeux verts. Je me suis un peu liée d'amitié avec elle, car elle est très intéressante. C'est une scientifique. Elle venait du vaisseau scientifique qui est en orbite autour de la Terre. Il y a maintenant 3 vaisseaux, dont un militaire qui est parti. Nous étions un peu en retard, parce que je voulais faire une vidéo sur TikTok que vous venez de voir. J'avais donc 5 minutes de retard et le timing est tac 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 tac. À minuit, ils m'ont emmené. En fait, il était minuit passé de 10 minutes. C'était donc comme si nous étions en retard. Toran avait réservé ses places à bord de ce cargo. Qu'est-ce que ce cargo? Je vais vous le décrire en vous racontant comment nous sommes arrivés là-bas. Le vaisseau a décollé immédiatement. Le cargo se trouvait à proximité d'une planète, jaune très brillante. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu éblouissant. Où sommes-nous dans le système stellaire? C'était Mercure. Mercure, et nous voyons son côté éclairé. Elle reflétait donc la lumière du soleil de manière très intense. Je n'avais jamais été aussi près de Mercure, et le soleil était derrière nous. Et nous flottions, volant à travers cet énorme vaisseau en forme de long cigare, et l'avant était un peu plus large, plus grand. C'était un cylindre qui s'élargissait vers l'avant. Et à l'avant, il y avait comme une bulle en verre où l'on pouvait voir les gens à l'intérieur, les passagers, tout. Et à l'arrière, il y avait un trou avec comme un réacteur. Il était gris foncé. Il était vraiment énorme. Vous savez, j'ai beaucoup de mal à évaluer les distances à l'œil nu quand je suis dans un vaisseau spatial, car dans l'espace, on ne peut pas vraiment juger de la distance. Parfois, on ne se rend pas compte si on est loin ou près d'un objet, car nos yeux semblent choisir ce qu'ils veulent voir, car il n'y a aucun élément entre l'écran du vaisseau et l'objet. On ne sait donc pas si on est ici ou là ou encore là. On ne peut donc pas vraiment juger des dimensions. Mais je peux vous dire que c'est énorme. Nous sommes donc arrivés près de cet objet et il y avait une série de fenêtres triangulaires. Les triangles étaient orientés vers le bas. C'est la sortie. Nous sommes passés en dessous et de l'autre côté, là où les fenêtres triangulaires sont tournées vers le haut, c'est donc le côté entrée. Et derrière, on pouvait voir le soleil. Il y avait des éruptions solaires. C'était absolument terrifiant. Mais vous savez, dans le champ de torsion, ça tourne simplement autour et vous en fichez. Même chose pour le cargo. C'était la 2e fois que je m'approchais du soleil. La première fois, c'était avec Ea pour voir Troie et Atlas par derrière. C'était donc ouf. Nous sommes entrés dans la fenêtre triangulaire. Nous avons attendu l'autorisation. Le signal et le vaisseau se sont positionnés devant la fenêtre triangulaire et nous avons dû laisser le vaisseau, notre vaisseau éclaireur, être guidé par le tracteur qui a vraiment attiré notre vaisseau dans la fenêtre. Vous ne pouvez pas le manquer car lorsque vous verrouillez le signal avec le cargo, celui-ci prend le contrôle de votre atterrissage. Le vaisseau a donc été aspiré à l'intérieur du trou triangulaire et quand nous nous sommes approchés, oh mon Dieu, cette chose est énorme. Et l'extérieur est vraiment gris foncé. Nous sommes donc rentrés
À l'extérieur de la fenêtre, il y a un tout petit fil lumineux, je dirais. Je ne sais pas comment le décrire en anglais. Une lumière néon, ce n'est pas du néon, mais c'est une lumière qui fait tout le tour de l'ouverture. Nous sommes entrés et c'était vraiment épais. C'était comme un petit couloir. Nous avons atterri sur une plateforme et une fois à l'intérieur, nous avons atterri sur une plateforme cylindrique en haute au sommet, plus grande que notre vaisseau. Une fois à l'intérieur, c'était très lumineux et nous pouvions voir tous les autres cylindres avec les autres vaisseaux qui descendaient. Et de l'autre côté, on ne pouvait pas vraiment voir les autres fenêtres, les fenêtres de sortie. Il y avait une sorte de mur. Donc, c'était vide à l'intérieur, mais il y avait un fond plat. Et au sommet, il y avait aussi un plafond. Il y avait les quartiers des passagers. Et tout autour, il y avait une promenade, protégée, bien sûr, par une sorte de verre, un tube. Et le vaisseau est descendu dans les cylindres. Tout allait très vite, nous ne voyions rien. C'était comme un couloir vertical. Puis il s'est arrêté au fond. Et puis nous étions avec tous les autres vaisseaux. Et c'était un peu plus sombre au fond, les lumières parce qu'elles sont au sommet. Et nous sommes sortis du vaisseau. Et juste à l'extérieur, il y avait une porte. Nous sommes entrés. Il y avait un petit couloir. Nous sommes allés à un ascenseur. Et l'ascenseur nous a emmenés en haut. Et nous sommes arrivés sur la promenade. Et il y a donc, c'est comme des aires d'atterrissage, comme des cylindres tout le long à l'intérieur. Quand on entre, on prend l'ascenseur et puis on arrive sur la promenade, au sommet. Et sur la promenade, quand on sort de l'ascenseur, on voit le couloir derrière soi. Il y a des portes d'ascenseur individuelles pour toutes les autres arrivées. For all the other arrivals. Je m'y suis donc rendue et je me suis dit waouh. Et Thorin disait nous devons nous dépêcher, nous devons nous dépêcher. J'ai regardé, il y avait des passagers à l'intérieur et il a dit nous allons faire ce voyage en plusieurs étapes car nous allons utiliser des portes des étoiles. Et c'est ainsi que le vaisseau se téléporte. Il utilise le champ gravitationnel des étoiles. Nous allons donc utiliser le champ gravitationnel de Sol, sans le traverser, mais suffisamment près pour obtenir la poussée nécessaire. Thoran dit, Jamin et Ezrak étaient avec nous. Nous marchions rapidement vers l'avant du vaisseau, où se trouve la zone réservée aux passagers. Et je le savais. Devinez qui est venu à notre rencontre. Céladion. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans. Car il parcourait toute la galaxie. Et depuis l'épisode où nous avons vécu ensemble 2 mois sur Koldas. Donc Céladion était là. J'ai sauté et crié. Et nous nous sommes étreints très fort. Je lui ai dit qu'il m'avait tellement manqué. Il est comme mon fils, vous savez. Et ce fut la plus longue étreinte de ma vie, car pendant que nous embrassions, nous parlions. Et Thoran disait « Allez, venez, allons-y. Allez-y, on y va. On va rater le départ. » Et Céladion a dit « La première chose que j'ai dite, c'est que tu m'avais manqué. Tu m'as manqué. » Et j'ai demandé « Tu as toujours tes tatouages ?» Il a répondu « Oui. » Il m'a dit qu'il les avait rafraîchis à Koldas. Il m'a demandé quand j'y suis retournée. Il m'a dit qu'il y retournait régulièrement pour voir ses enfants. Ils sont magnifiques. Ils sont 4. Ils ont 3 ans, mais ils sont plus grands dans l'évolution de Koldas. Et nous avons dit qu'ils étaient plus grands, comme des enfants de 6 ans, mais qu'ils étaient trop petits pour voyager. Il y va donc, et il y rencontre aussi Moniri. Il y va régulièrement, mais il voyage dans tout l'univers. Vous savez, les distances sont si courtes, et vous savez, quand vous allez savoir comment il est arrivé au centre de la galaxie. Céladion est donc très heureux, il est désormais un voyageur solitaire, un explorateur.
Il ne travaille pour aucune entreprise et il a suffisamment de crédit de la fédération pour le reste de sa vie. Vous voyez, Toran s'assure qu'il dispose de bons, comment dire, crédits de retraite. Retirement credits. Je ne sais pas ce qu'il fera ensuite, mais oui, il a également pris sa retraite de la société minière sur Neptune. Donc, nous avons couru jusqu'à l'avant du vaisseau, littéralement couru, et le chemin était long et nous étions à bout de souffle. Nous avons couru en bas pour aller sur le pont C. Il y a différents ponts, et pour les passagers, le pont supérieur est la salle de contrôle, et les ponts inférieurs sont réservés aux passagers, et il y a un pont avec un bar. Mais nous sommes allés au pont C, c'était le 3e pont à partir du bas, et c'est là que la bulle est la plus grande. Donc c'est là que nous pouvions mieux voir. Donc nous nous sommes assis là, et puis il y a eu un bourdonnement, et Toran a dit « Oh, ça commence !» Le vaisseau s'est mis en mouvement et on pouvait voir Mercure descendre et ainsi que le soleil qui était aveuglant. Toran a dit « Nous allons vers le soleil !» Et nous y sommes allés. Et bien sûr, avec les champs de torsion, on ne ressent aucune accélération, aucun mouvement, juste parfois des tremblements et des bourdonnements statiques. Nous nous sommes approchés du soleil très rapidement, puis il y avait un éclat de lumière, très aveuglant. Et quand c'était si aveuglant, ça donnait vraiment un peu mal à la tête, comme un mal de tête instantané qui disparaît très rapidement, comme une onde de choc électrique dans votre cerveau, comme un coup. Vous voyez? Quand vous avez ces migraines, c'est un peu comme ça, mais ça ne dure qu'une seconde. Et quand la lumière a disparu, s'est estompée. Nous étions ailleurs et il y avait une teinte bleue autour et nous étions au-dessus. Nous nous éloignions d'une autre étoile et dans un autre système stellaire et nous pouvions voir quelques planètes briller au loin. Eh bien, comme nous avons dit que nous étions dans le système stellaire arcturien, nous y sommes. C'est l'étoile Aura. Il a dit, oui, nous allons à Sol, nous sautons à Arcturus, et depuis Arcturus, nous sauterons à Antares, et depuis Antares, qui est l'une des plus grandes cibles de la galaxie, nous sauterons près du centre de la galaxie. Donc, dans le système stellaire Aurora, le vaisseau s'est rendu sur une planète, je pense que c'était Aurora. Et la plupart des passagers ont débarqué. Nous avons donc eu le temps de discuter de la vie de Céladion. Puis, nous avons entendu, pendant que nous attendions, une voix qui disait « Oh, j'ai vu Aurora de très près, car le cylindre est vraiment entré dans l'atmosphère et les vaisseaux de reconnaissance l'ont vraiment quitté pour se rendre vers les passagers qui débarquaient. » Et nous avons entendu une voix féminine. « Ah, vous êtes là, je vous cherchais, où étiez-vous » C'était Kiara, la haute officière Kiara, que vous connaissez bien, et elle nous cherchait, car Toran l'avait également invitée, alors nous l'avons rejointe. Et Kira et Céladion se sont embrassés chaleureusement. Oh mon Dieu! Et je ne savais pas, ils avaient eu une relation auparavant. Donc Kira est l'une des ex de Céladion, bien sûr. Céladion a eu beaucoup de conquêtes dans sa vie. Maintenant, il est marié, enfin, il a trouvé sa compagne, donc il a beaucoup changé. Mais ils ont longuement discuté, et elle voulait tout savoir sur sa vie. C'était vraiment sympa. Et puis nous nous sommes tous assis ensemble. J'ai discuté un peu avec Jemin, la scientifique pléiadienne. C'est une Ahel. Elle vient de Hera. Je pense que je me suis fait une nouvelle amie. Elle était très intéressante, car elle étudie les champs gravitationnels. Elle est spécialiste des sciences de la gravité. C'est pourquoi elle était intéressée par ce voyage, car lorsque Toran a réservé ce voyage vers le centre galactique de Nataru,
Il a fait une petite recherche pour savoir où se trouvaient les étudiants qui voulaient venir et il l'a choisi. Elle n'est pas vraiment étudiante mais chercheuse, une jeune chercheuse. Et donc c'est dommage que Jenan n'ait pas été là. Mais Jenan est encore en train d'assimiler sa rencontre avec Troy Atlas à l'intérieur du vaisseau. Il est donc sur Mars. J'attends des nouvelles de lui pour le moment. Il est en train de vivre une transformation très personnelle. Les passagers ont donc débarqué sur Uhura et le vaisseau est retourné vers l'étoile Arcturus, l'étoile Uhura. Et encore une fois, c'est une étoile d'un bleu magnifique. Elle est vraiment belle. Avec moins d'activité solaire que Sol, les éjections solaires, les éjections plasmatiques sont moins étendues dans l'espace. La portée est plus courte. Nous y sommes retournés, nous avons accéléré, nous nous sommes dirigés vers l'étoile Light. Vroom, tac. qui était plus forte et nous sommes arrivés dans un autre système stellaire, le système stellaire d'Antares, le système stellaire d'origine des Negumac Gnomopo. Antares est une étoile massive, énorme, massive. Bleu également, mais d'un bleu différent, plus verdâtre. Et je ne savais pas qu'elle avait des aspects verts, du bleu avec des éjections vertes. C'était vraiment intéressant. Donc nous avons vu une planète, une étoile scintillante, et le vaisseau s'est dirigé vers elle. Et puis nous avons vu que cette planète avait un anneau, un ensemble d'anneaux. Et ce n'était pas la planète Negumac, c'était une autre planète. Et les passagers, les derniers passagers, ont débarqué de là. Toran a dit que nous allions rester là un moment. Donc nous sommes restés environ 1 heure là-bas. Alors nous avons dit allons au bar, nous sommes tous allés au bar, sur un pont supérieur. Et j'étais donc le bar. C'était un espace très vaste, les passagers quittaient les lieux et c'était les derniers passagers à débarquer. Donc nous allions être les seuls dans le cargo. Après ça, nous nous sommes assis au bar, il y avait un type. Ce n'était pas un robot pour une fois, parce que d'habitude, c'est toujours un robot, mais dans les installations de la Fédération Galactique des Mondes. Ce n'était pas le cas, c'était un type. Il ressemblait un peu à Arzonak, que j'ai rencontré, mais ce n'était pas la même espèce. Il avait la peau brune, il ressemblait un peu, vous savez, les gens de la Confédération intergalactique, qui ressemblent un peu aux Ferengi. Il leur ressemblait. Je ne sais pas, je me demande si ce n'était pas l'un d'entre eux. Un peu reptilien, de taille humaine. Il nous a servi des boissons. Jamin a pris celle à l'orange et Toran a dit non, 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 non pas l'orange. Tu n'as pas le droit de prendre l'orange. Je le sais, ça me ferait du mal. Alors j'ai pris la bleue, Loulat, avec ses petites bulles à l'intérieur. C'était bon, rafraîchissant. Toran a dit de ne pas boire trop vite parce qu'on allait encore sauter plusieurs fois. J'ai dit non. Alors j'ai vite demandé si on pouvait apporter des boissons sur le pont où on était. Il a dit oui, oui, pas de problème. Alors, on est resté au bar, on a longuement discuté, et on a attendu là-bas. J'ai mieux discuté avec Jamin et Céladion. C'était vraiment, vraiment cool. Puis, on a discuté de différentes choses. Vous savez, Toran m'a dit qu'il y aurait plus de changements sur Terre en 2026, à partir de janvier, des choses positives. Donc nous devions nous y préparer. Il ne se passera pas grand-chose avant la fin décembre, mais en janvier. Les choses devraient s'accélérer un peu plus en ce qui concerne la divulgation. C'était donc une bonne chose. Et sur le plan politique, il a dit qu'il y aurait des changements politiques en Europe, en France. Il y aurait des changements. Alors, préparez-vous à cela, de manière positive. Maintenant, c'est le vaisseau qui a commencé à bourdonner. Céladion a dit « Ne retournons pas sur le pont, retournons dans la salle de contrôle. » Toran a dit « Oui, c'est une excellente idée. » Alors nous avons dû laisser nos boissons là-bas. D'accord ? Nous avons pris l'ascenseur et nous sommes allés dans la salle de contrôle. Nous avions l'autorisation
car je suis officiellement un émissaire civil et Toran est un haut officier. Donc nous avons pu entrer et Kira est également officier supérieur. Donc 2 officiers supérieurs et une émissaire et j'ai mon expérience ANAR. Nous avions donc une autorisation spéciale pour aller dans la salle de contrôle qui était semi-circulaire et le commandant était de la même espèce que le type au bar. Je ne sais pas d'où il venait. Donc ce n'est pas une confédération intergalactique, après tout. Ils viennent vraiment de cette galaxie. Je vais vous trouver leur espèce. Probablement dans Encyclopédia Galactica. Je vais la trouver. Il nous a accueillis et il n'y avait pas beaucoup de monde. 5 ou 6 personnes. 6 personnes aux commandes. Des commandes holographiques. Et puis, il y avait une grande fenêtre à l'avant, énorme. Mais on pouvait voir l'étoile Antares, massive. On y retournait, lentement, lentement. On avait déposé les derniers passagers. Puis, on était prêt à sauter vers le centre de la galaxie. Le capitaine du vaisseau m'a dit « Je vous invite à vous asseoir dans ce fauteuil et à le faire vous-même. » I'm inviting you if you want a seat in that chair and doing it yourself. Oh mon Dieu! Pas la procédure du saut tout de suite, mais le déplacement du vaisseau vers l'étoile Antares. Alors je l'ai fait. Et c'était la technologie de la Fédération et je pouvais le faire fonctionner. Et je savais comment faire cela avec un vaisseau de reconnaissance. C'était exactement les mêmes commandes que sur le cargo. Je n'avais jamais déplacé un vaisseau aussi grand de ma vie. Alors je me suis assis sur ce siège qui n'est pas très sophistiqué. À l'intérieur, il est également gris foncé. Et le siège était en matière synthétique, gris foncé. Je me suis assise et le capitaine a appuyé sur une console qui a fait apparaître un écran holographique juste ici. Et moi, avec mon... C'était vraiment le cercle pour l'étoile et le petit point du vaisseau. Et j'ai amené le petit point vers l'étoile. Et le vaisseau a simplement tourné et nous pouvions voir l'étoile. C'était incroyable. Et puis, c'était tout pour mon expérience. Et puis, voilà. Le capitaine a dit maintenant, nous sommes prêts. Respirez profondément. Et le vaisseau a sauté. Accéléré vers Antares et disparu dans son champ gravitationnel, téléporté vers un autre point nodal près du centre galactique. Et là, c'était comme oh mon Dieu. Lumineux, lumineux, jaune vif, avec un peu de rouge dans la lumière. Et il y avait beaucoup d'espace, des débris, des rochers, tout autour de nous. Mais il ne pouvait pas heurter le vaisseau à cause du champ de tension gravitationnelle qui formait un bouclier de plasma, vous voyez. Tout glissait autour du cargo. Et nous avancions lentement, lentement à travers ce champ de débris vers cette lumière. Et quand on regardait sur le côté, on pouvait voir les débris éclairés par la lumière qui était à l'avant. Mais quand on arrivait derrière ces débris, il y avait des taches sombres, vous voyez, des ombres. Si facile à repérer, mais le vaisseau s'en fichait quand vous voyez les déplacer et pour les plus gros, nous les évitions. Et il y avait des systèmes stellaires là-bas. Et tout était condensé. Il y avait, quand on s'est approché, il y avait une sorte de brume, une nébuleuse. Une sorte de nébuleuse.
Toran m'a expliqué que c'était la limite de la zone 1, la zone centrale de l'insigne de la Fédération galactique des mondes, le cercle au milieu. La brume centrale marquait donc la limite de la zone 1. Nous y sommes entrés. Et c'est un milieu où se forment les étoiles. Il y a des systèmes stellaires là-bas, bien sûr. Beaucoup de gens y vivent. Nous avons poursuivi notre route. La lumière devant nous était très vive. Et je pouvais alors voir. La distance était phénoménale. Vous croyez y être, mais c'était incroyablement loin. Mais vous pouviez cependant distinguer les prémices d'un vortex tourbillonnant en centre de cette lumière. Et j'ai demandé, est-ce le trou noir? Toran a répondu oui. Toran a répondu par l'affirmative, mais ne l'appelez pas trou noir, appelez-le vortex. Nous l'appelons le vortex, le cœur de la galaxie. C'est un vortex puissant. Il me l'a donc expliqué et Jamin, la scientifique, prenait le relais par moments. Ils m'ont tous les deux expliqué. Il ne s'agit pas d'un trou noir qui aspire tout en une singularité qui détruit tout et qui propulse les objets ailleurs. Non. Il s'agit d'un vortex relié au centre universel, au centre de cet univers sous forme de bulle. Et tous les univers sous forme de bulles sont connectés entre eux. Et chacun est ensuite connecté à la source. Maintenant, ce vortex est quantiquement intriqué au centre de l'univers, lui-même quantiquement intriqué à la source. Ainsi, la source projette des fractales d'elle-même, de matière et de conscience, à travers chaque centre de l'univers. Puis chaque centre d'univers la répartit dans les galaxies. C'est un processus naturel. Alors, à partir de ce vortex, qui est stable, car le rapport entre l'attraction et la propulsion de la matière est équilibré. C'est ainsi que naissent les galaxies. Une partie de la matière est attirée par cet horizon des événements, mais davantage de matière s'en échappe et forme des systèmes stellaires. C'est ainsi que se forment les galaxies. Comme Jamin me l'a expliqué, on voit un vortex, mais avec une lumière intense à l'intérieur. Elle a précisé que c'est un aspect visuel perceptible par l'observateur humain, mais en réalité il s'agit d'un champ de torsion, de par sa forme. C'est comme le champ de torsion d'une pomme. Les objets ont été aspirés, comme pris dans le champ de torsion, aspirés vers la singularité, puis sont ressortis et rentrés à l'intérieur. Voilà comment cela marche. Mais lorsque l'on traverse la singularité, on se connecte au centre de l'univers, et le centre de l'univers envoie alors autre chose. Et cela continue à l'infini et à l'infini. Tout est recyclé, rien ne se perd. Ce centre galactique présente un ratio entre ce qui est attiré et ce qui ne l'est pas. Tout ce qui possède son propre champ gravitationnel est équilibré à différentes distances. L'horizon des événements, c'est ainsi que des systèmes stellaires peuvent exister à proximité. J'ai du mal à imaginer comment la vie pourrait être sur une de ces planètes où il ne fait jamais nuit et où la lumière est constante. En résumé, ce centre galactique peut être qualifié de trou noir, mais il s'agit en réalité d'un vortex. Il maintient la matière
en équilibre grâce à des champs gravitationnels, car la matière est aspirée, mais aussi par sa rotation. C'est ainsi que tous les corps possédant un champ électromagnétique tournent. Il y a un mouvement du champ de torsion. Il émet, reçoit et émet à son tour. Matière, substance et conscience depuis la source, via le centre universel. Il s'agit donc d'un rapport équilibré. C'est magnifique. Magnifique. Alors j'ai demandé à Toran si on pouvait y aller. Que se passerait-il si ce cargo entrait? Où arriverions-nous? Et il a répondu que si on y allait, ce cargo n'était pas équipé. Il y avait d'autres cargos plus importants, mieux équipés, pour se rendre dans les centres universels. Mais nous pourrions, ultérieurement, être téléportés simplement au centre de l'univers. Et il a ajouté, nous pouvons utiliser ce vortex comme un moyen de communication, car il est également intriqué avec d'autres galaxies. Jamin et Toran m'ont donc expliqué que les galaxies sont regroupées en amas, des amas gravitationnels. Ces amas gravitationnels sont également liés par des courants gravitationnels. C'est ainsi que vous avez l'ensemble de superamas de galaxies, l'Aniakia. Vous savez, le vide du bouffier n'est pas un vide, dépourvu de quoi que ce soit. Vous voyez le vide entre les filaments du méga-amas de l'Aniakia. C'est comme les voies neuronales d'un cerveau, d'accord? Et les galaxies sont comme des neurones. C'est ainsi qu'on les décrit. Le cerveau du créateur. Nataru est donc lié gravitationnellement à différentes autres galaxies, à Andromeda bien sûr, et donc, grâce au lien gravitationnel qui vous unit à ces autres galaxies, vous pouvez entrer sur leur fréquence, vous connecter par le cœur à Nataru et vous téléporter là-bas par la porte des étoiles. Porte des galaxies. Téléportation. Voilà comment on se rend dans Andromède. Vous vous rendez au centre galactique de Nataru et vous êtes téléporté au centre galactique d'Andromède. Megopay. Ensuite, vous pouvez aller où bon vous semble, par la porte des étoiles ou par les moyens de transport habituels. Voilà comment voyager rapidement d'une galaxie à l'autre. C'était donc très instructif. Et je suis prêt à en parler davantage lors de mes webinaires. Je réaliserai donc d'autres vidéos informatives à ce sujet. Soudain, nous avons eu une communication et le commandant a dit « Nous avons des passagers qui souhaitent utiliser le cargo pour se rendre à Antares. » Alors j'ai dit « Ouais, super !» Ils ont été identifiés, la zone sécurisée, et soudain, des vaisseaux sont apparus de nulle part. Une armada de vaisseaux blancs, jaune clair, brillant. C'est pour ça que je me souviens avoir dit blanc très brillant. Jaune avec des rayures noires, plutôt avec des formes comme des petits avions triangulaires, vous voyez. Et ils sont apparus de nulle part. Il y en avait peut-être 8 à 10. Ils sont venus au cargo, ils sont passés sur le côté, et je savais qu'ils embarquaient avec les plateformes, etc. Quelques minutes plus tard, une vingtaine de minutes environ, une délégation est arrivée en formation. C'était dans les postes de commandement. C'était de grands humanoïdes à la peau jaune, luisante, un peu comme une peau de poisson, très brillante, avec des taches noires. Ils avaient des yeux globuleux, une tête de poisson, des sortes de tentacules derrière la tête, de très longues mains, de grandes mains, des pieds palmés, et ils portaient une sorte de combinaison. Ils dégageaient une odeur. Je n'arrive pas à les décrire. Comme, comme celle de la soupe aux légumes. Ce genre d'odeur
Ne me demandez pas pourquoi, c'est la meilleure comparaison que je puisse faire. Il parlait donc une langue que mon communicateur ne comprenait pas, comme beaucoup d'autres. Cette sorte de langage. Le capitaine leur répondit, puis il nous présenta Toran, Kira et moi. Et ils nous parlèrent dans cette langue. Je répondais complètement perdu et Toran et Kira répondaient dans la même langue. C'était amusant de les entendre parler cette langue. Ils se sont ensuite dirigés vers la zone passager et nous étions prêts à retourner en Antares. Ce que nous avons fait, et nous avons débarqué. Toran a dit oui, nous reviendrons. Nous reviendrons et la prochaine fois, je t'emmènerai au centre de la galaxie ou au centre de l'univers. Génial, je t'adore. Ensuite, le moment était venu. Nous nous sommes téléportés dans le système stellaire d'Acturus, puis vers Sol. De là, je suis revenue dire au revoir à Céladion. Ah, oui, je le reverrai. Il m'a dit qu'il logeait dans le système stellaire pour le moment, sur l'Excelsior, dans les quartiers de Toran. C'est super, il dort dans le salon, donc je vais le voir souvent ces prochaines semaines. Car il passe du temps sur Koldas, il va y aller. Il va y retourner travailler. Ça va être génial. Kira retourna à son vaisseau et dit à Toran, on se retrouve sur l'Excelsior. Ils me ramenèrent sur Terre, je remerciai chaleureusement Toran. Je dis au revoir à ma nouvelle amie Jamin. Qui m'invita à bord de sa station scientifique, où je me rendrai. Bien sûr. Ils me ramenèrent sur Terre, et cela faisait 6 heures que j'étais partie. Voilà. Je suis retournée me coucher, et je viens de me réveiller. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai pris une douche, je me suis maquillée, et je me suis chouchoutée pour l'enregistrement de cette vidéo, et je crois que je vais retourner me coucher. C'était un voyage magnifique, et je suis ravie de pouvoir le partager avec vous. Je vous tiendrai au courant de mes prochains voyages spatiaux. Nous approchons d'une époque où vous pourrez bientôt faire de même. Tout va bien. L'avenir s'annonce prometteur. Le centre galactique de notre Voie lactée. Je vous invite à regarder la vidéo pour vous rendre compte. La périphérie du centre galactique est remplie de sphères de Dyson. Placées ici par de nombreuses civilisations afin de récolter les formidables forces gravitationnelles du vortex central galactique et la transporter vers leur station. Cela fournit une formidable réserve d'énergie frile capable d'alimenter des civilisations entières. Voici une photo du trou noir supermassif Messier 87. Les trous noirs ordinaires n'émettent ni lumière ni matière. Et certainement pas ça. Un mot de l'émissaire. Suivez mon travail, mes livres, mes webinaires. Retrouvez-moi à travers le monde lors de conférences exceptionnelles. La prochaine aura lieu à Stockholm, en Suède, en mai, suivie immédiatement de Tokyo, au Japon, en juin. Veuillez consulter la page web elenadanaan.org
conférencière internationale, où vous trouverez tous les liens pour réserver vos billets pour les conférences les plus exceptionnelles. Ces 2 prochaines conférences, en Suède et au Japon, me tiennent particulièrement à cœur car elles promettent toutes deux des événements extraordinaires. À Stockholm, vous pourrez assister à des débats entre scientifiques sur la véracité de mes travaux et découvrir des preuves à l'appui. Au Japon, vous bénéficierez d'informations exclusives sur l'actualité galactique et d'une séance de questions-réponses avec un extraterrestre, Toran Eredio. Ne manquez pas ces 2 conférences exceptionnelles, où que vous soyez dans le monde. Europe, c'est maintenant, en mai, à Stockholm. Moyen-Orient et Asie, c'est en juin, juste après, à Tokyo, dans une grande et magnifique salle différente, un endroit nouveau, où je n'ai jamais mis les pieds. C'est ultra moderne et incroyable et ce sera vraiment exceptionnel. Ces 2 conférences seront tout aussi exceptionnelles. Je vous invite donc à y assister. La version japonaise d'Encyclopædia Galactica est disponible. Et vous pouvez également acheter le replay de mon webinaire 28, Genesis 2. C'est le moment où vous retrouvez la connaissance de votre histoire, de qui vous êtes. Et j'ai encore bien des surprises pour 2026. Abonnez-vous aussi à ma newsletter, toute nouvelle, en bas de toutes les pages de mon site web. Et vous serez informé de mes derniers travaux. Alors, ne la manquez pas, c'est gratuit. Le moment est venu, nous partons à la découverte d'une nouvelle civilisation. Bientôt, vous les verrez face à face. En attendant, je vous explique qui ils sont. Êtes-vous prêts? Attachez vos ceintures. À la semaine prochaine. Rencontrer les nations stellaires. Analyse des données. Constellation Andromède, système stellaire Eihei, Gumbridge 34, planète 2, culture Zygon. Les Zygon sont une colonie Lyran Ahel, originaire du système MAN-Kepler 62. Ils se sont installés dans l'un des 12 systèmes habités de la constellation d'Andromède. Un système stellaire naine binaire connu sur Terre sous le nom de Groombridge 34, après la destruction de leur monde d'origine par les Sicars. Les Zygon sont humanoïdes et ont évolué pour devenir plus grands, avec une peau bleu pâle en raison de la composition atmosphérique de leur nouvelle planète. Leur espérance de vie s'est également allongée, certains atteignant jusqu'à 2000 ans terrestres. Bien que membres de la Fédération galactique des mondes, les Zygon se sont d'abord désintéressés des affaires terrestres et ont évité tout conflit. Cependant, un petit groupe de Zygon a décidé d'aider l'espèce humaine sur Terra, la Terre, en s'incarnant grâce au programme des émissaires andromédiens. Lorsque la situation dans le système solaire s'améliore, le gouvernement Zygon prit en charge le petit groupe d'émissaires Zygon sur Terre
et envoya des troupes rejoindre les opérations de la Fédération galactique des mondes. Les vaisseaux Zygon, dorés et aux lignes élégantes, constituent désormais une force militaire importante au sein de la Fédération galactique des mondes. Extrait d'Encyclopædia Galactica volume 1. Retrouvez-le sur le site elenadanan.org, Elena Danan, auteur, /Encyclopædia Galactica, et sur Amazon en auto-édition. Notre cœur est comme le centre d'une galaxie. Connecté avec notre groupe, par les liens gravitationnels de l'amour. Recevant la vie de source créatrice. Et semant des étoiles tout autour. Elena Danan. Star Nation News was brought to you by Elena Danan. Don't miss the latest news every Monday on Elena Danan's channel. Video directed by Steph Zak.